Bonjour, mon nom est Christophe Chapelot et la Folie des Grandeurs reçoit aujourd'hui Nathan et Hélène du GN Le Pacte. Un GN bilingue de style Dark Fantasy avec un style de jeu PvE compétitif qui est situé sur le terrain de Fléau à Brownsburg-Chatham. Et maintenant, bonne écoute. Donc, Nathan, Hélène, merci beaucoup d'être là pour le GN Le Pacte aujourd'hui. Très content de vous recevoir à l'émission. Donc, est-ce que je peux vous demander de vous présenter un peu plus, présenter votre GN? Oui, merci de nous recevoir. Donc, on est tous les deux des organisateurs du GN Le Pacte, qui est un GN Dark Fantasy qui s'adresse vraiment à un public très large. Puis, une de nos grandes particularités, c'est qu'on est un GN bilingue. Mais ça, donc, vous êtes un PvE. Oui. Puis, je me trompe pas en disant que vous êtes encore un très jeune GN. Vous avez eu une session bêta, dans le fond. Effectivement, on a seulement eu que 2 événements l'été passé et un banquet cet hiver en prévision de la nouvelle saison qui va être la première saison officielle du Pacte cet été. Oh yeah! Ben, félicitations, vraiment. Merci. Beaucoup, merci. Puis, ben, je précise, oui, on est un GN PvE, mais nous, on le décrit comme un PvE compétitif. C'est-à-dire qu'il y a quand même des éléments où les joueurs sont amenés à se confronter, mais pas nécessairement en combat ou en continu pendant le jeu. Ça peut être dans le but d'aller chercher plus de gloire ou plus d'influence pour leur personnage ou pour leur groupe. Donc, les objectifs, les grands objectifs du jeu sont communs pour les joueurs. Ils vont s'affronter à notre ennemi principal, qui sont des morts vivants qui ont dominé une grande partie de notre territoire. Mais individuellement, les joueurs et les groupes de joueurs ont quand même des buts propres qui peuvent être en conflit. OK. OK, fait que c'est ça. Dans le fond, l'univers est vraiment propice à un PvE, mais comme tu dis, il y a quand même un aspect PvP qui est... Oui, on le décrit comme compétitif, ouais. qui est donc un petit peu plus restreint que du PvP au sens large, comme on le voit dans beaucoup de GN. Ça serait-tu plus... là, je vais continuer de dire le mot PvP, mais justement, PvE compétitif, j'aime ça, par exemple. C'est la première fois que j'entends ça. Je trouve que c'est une bonne manière de le voir quand c'est... Parce qu'on associe souvent, en effet, le PvP au combat. Ouais. Mais ça serait, mettons, j'imagine, plus comme par des magouilles, des politiques, oui, des alliances entre des groupes, genre? Effectivement, ça pourrait être ça, essayer d'influencer certains NPC pour que l'histoire évolue d'une façon ou d'une autre. Les joueurs sont pas tous dans la même branche, donc ils vont essayer de faire évoluer l'histoire selon ce qui va rapporter le plus à leur nation ou à leur groupe. Cool, puis d'ailleurs, là, tantôt tu as parlé rapidement d'un gros point que je trouve qui vous distingue, c'est le fait que vous êtes un GN vraiment bilingue. Oui, puis on est bilingue non seulement... On ne fait pas que traduire le livre de règles, on est bilingue jusqu'à la conception de notre GN, a été fait dans les 2 langues, et nos calls, nos effets en jeu se reflètent aussi dans cette idée-là, où peuvent être compris dans les 2 langues. Toutes nos quêtes sont écrites dans les 2 langues, toutes nos props sont traduits ou accessibles dans les 2 langues, effectivement. C'est un défi certain pour l'équipe. Ce que ça veut dire, c'est qu'à même la conception des quêtes, des puzzles, des différents éléments qui vont être entrés en jeu, on les pense dans les 2 langues. Ils ne sont pas faits en français puis traduits en anglais. Donc, on va voir, par exemple, un code qui va devoir être utilisé pour ouvrir un cadenas avec des lettres, par exemple. Le code va être le même dans les 2 langues. Bien, on va s'y rendre avec les éléments francophones ou anglophones. OK. Puis est-ce que, quand vous dites justement que ça va être un mot, est-ce que c'est un mot, mettons, qui est le même en français qu'en anglais? Généralement, c'est ce qu'on essaie de faire, oui. Oh, wow. Des fois, nos portes de sortie, c'est d'utiliser genre du latin ou... Oui, c'est intéressant avec ça. Oui. Dans le fond, c'est comme, on peut pas y aller full dans un ou full dans l'autre, ben on va y aller avec ni l'un ni l'autre. Exact. Ben, je trouve que c'est bien justifié rendu là. Puis j'aime l'idée qu'en effet, comme tu l'as dit, c'est jusque dans sa conception. Donc, c'est vraiment... pas juste comme « Ah oui, ben on essaye de s'arranger pour être accommodant. On le fait vraiment comme si, admettons, notre GN a à devenir, pas 100%, mais tu sais, aller vraiment vers une direction plus anglophone, ben le système va pas avoir à être tout remanié. Puis tout ça, avez-vous, peux-tu vous demander, mettons, un exemple? Tantôt, de parler, mettons, des effets en jeu qui vont être dits. Oui. Un exemple ou 2 de mots. Tous nos effets sont des onomatopées.
OK. Donc, on n'a pas de brise-bouclier, on a crack, qui OK. va être compris en français et en anglais. On a bang, on a pouce. Donc, on essaie d'utiliser ça, des onomatopées ou des mots qui sont très, très, très semblables Ouais, comme dans les deux langues, comme exemple pouce ou push. push, Ouais, ouais, c'est exactement, qui est compris aisément dans les deux langues. Mais c'est brillant, surtout dans le feu de l'action. Là, en fait, j'aime l'idée que ce soit des onomatopées. En plus, que ce soit même pas des longs mots ou des longs titres de sorts. Ben, j'imagine qu'il doit en avoir qui sont un peu plus longs. Là, mais... Le moins possible. OK. On utilise des éléments comme des formules magiques et tout ça, sauf que les formules sont vraiment roleplay, puis sont pas nécessaires pour indiquer aux autres participants qu'est-ce qui se passe. OK. Donc, il va toujours avoir comme un mot à la fin qui va permettre de vraiment identifier l'effet pour que tout le monde sache comment ils doivent réagir à la situation. Donc, on va laisser les participants choisir de faire leur roleplay dans une langue ou dans une autre, ou un mélange des deux, ou même en intégrant d'autres choses, parce que ce morceau-là, même s'il y a des indications, c'est pas système, c'est vraiment roleplay. Cool. J'aime ça. Puis d'ailleurs, encore dans cette optique-là du côté bilingue, ça me fait penser comme il y a tellement de GN, mettons par le passé, où est-ce que tu vas dire un angliciste, ou tu vas dire un mot en anglais, puis là, les gens vont te reprendre, t'es comme non, ça marche pas. Je me dis, ça doit pas pouvoir arriver là-bas, là, parce non, que... vraiment pas. Ça, les gens discutent, souvent ils vont parler dans la langue qui sont plus à l'aise, puis les autres vont leur répondre dans la langue qui sont le plus à l'aise, puis à date, tout le monde se comprend, puis on n'a pas eu de problème de langue Mais que ce jusqu'à soit présent. Que ce soit dit upfront comme ça aussi, tu sais, on est un GN bilingue, le français et l'anglais sont acceptés, je trouve que au moins si ça met carte sur table, t'arrives, puis c'est comme, tu vas pas être surpris par le fait que les gens vont se mettre à parler en anglais pendant une scène, tu sais. Puis tu sais, si, en même temps, je veux dire, c'est une bonne affaire de pratiquer les deux langues, tant qu'à moi, là. Mais d'ailleurs, si on parle justement de qu'est-ce qui vous a motivé à faire un GN qui est bilingue comme ça? Parce que je sais que où est-ce que vous êtes localisé, on en reparlera un petit peu plus tard, Ouais. mais je vous laisse aller là-dessus. Oui, on a remarqué qu'il y avait une certaine demande, mais qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'offres. Du côté de l'Ontario, les offres sont très limitées, du moins jusqu'à Ottawa. De Montréal à Ottawa, les offres sont très limitées du côté anglo. Et on s'est dit pourquoi pas se lancer ce défi-là, de tenter d'aller chercher une démographie de joueurs différents. Puis essayer d'intégrer des nouvelles personnes à notre passion. Je vous remercie pour ceux et celles que ça peut intéresser. Là. Je suis sûr qu'il y en a qui vont écouter l'émission éventuellement puis qui vont se dire hey, peut-être que ça serait intéressant comme expérience un peu différente. Puis d'ailleurs, tu as dit le mot démographie, là, je saute un peu du coq à l'âne, mais je serais curieux, votre clientèle cible essentiellement, ça serait qui? Est-ce que vous êtes un GN familial? Vous êtes un GN 18 ans et plus? Donc, on est un GN ouvert à tous. Okay. Notre clientèle cible est, je veux dire, assez traditionnellement dans le GN, là, 20-40 ans. Ouais. On a une moyenne d'âge relativement élevée, Oui. plutôt dans la trentaine. Oui, trentaine. Mais ouvert à tous dans la mesure où il est possible de venir au pacte avec des enfants ou sa famille, tout ça. Oui. Et puis ça, c'était vraiment un choix très conscient, c'est-à-dire qu'on est intéressé par le public de GNistes de longue date qui sont maintenant des parents, qui souvent sont obligés de séparer des familles du genre, toi, tu vas à ce GN-là, pendant que moi, je reste à la maison avec les enfants, on fait l'inverse. C'est mon cas à moi avec mon conjoint et puis nos enfants. Donc, on s'est un peu penché sur la question, puis est-ce qu'on est capable d'intégrer des jeunes de tous âges en gardant un public adulte, puis en gardant des thématiques adultes? On a jugé que oui, avec évidemment la collaboration des participants. C'est-à-dire que si un parent est là avec ses enfants, on s'attend à ce que ça soit sa responsabilité de juger non seulement du comportement des enfants, mais de sa participation à certaines quêtes. Donc, dans ce sens-là, on n'est pas un GN familial, même si on va permettre aux enfants d'être là. Ça ne veut pas dire qu'on fait absolument rien pour les petits. Là. Généralement, ma fille est là dans les événements, donc on va la laisser un peu animer les plus jeunes. C'est vraiment mignon, puis le fun. Mais
une des choses qu'on fait aussi, c'est s'il y a un contenu qu'on pourrait juger à risque d'être soit inapproprié pour les plus petits ou soit de l'horreur ou des choses comme ça, on va avoir un avertissement. Le contenu à venir contient ce genre de thématique-là. Et puis là, ça revient à la décision des participants. Puis honnêtement, que ce soit une question d'avoir des enfants ou juste son confort personnel, pour nous, c'était vraiment une façon de faire qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup d'allure. Ben, c'est cool pour de vrai. Je trouve que certains GN, des fois, ont peut-être plus de misère, justement, à danser avec ça. Ils veulent être inclusifs le plus possible, mais des fois, justement, il y a certains thèmes qu'on veut aborder. Puis c'est tout le temps un peu touché quand, mettons, notre GN est pas né avec l'idée que, ben, on veut pas forcément être un GN familial, mais aussi, on veut pas empêcher les parents. Des fois, mettons, on a une base de joie qui vieillit. Comme tu dis, qui commencent à avoir des enfants. Fait que, qu'est-ce qu'on leur dit? On n'est pas pour leur dire de pas amener leur jeune, tu sais. Fait que, bon, ben, OK, venez-vous-en. Mais en même temps, justement, il y a une scène, admettons, avec ben du gore, ben du sang, tu sais. J'imagine que des fois, c'est comme, devant les enfants, c'est plus touché. Fait que je trouve que c'est intéressant, cette idée-là. Parfait. Donc, si on revient vite fait, tantôt, j'ai abordé rapidement le thème de l'endroit où est-ce que vous êtes. Donc, parce que je sens que c'est quand même important, Brownsburg-Chatham, le terrain de Fléau, c'est bien ça? Exactement. Donc, c'est là que vous avez commencé aussi l'année passée. Exactement. OK. Donc, Brownsburg, je sais pas à quel point c'est bilingue, parce que je sais que c'est proche de l'Ontario. Fait que, comme vous disiez, il y a pas énormément de GN en Ontario. Très peu. Ouais, mais ça, on en a parlé dans un autre épisode, du fait que le Québec est très bien développé en termes de GN. Fait que je trouve ça intéressant parce que vous allez chercher peut-être une clientèle qui est de l'autre bord de cette ligne-là. Non, complètement du côté de l'Ontario, mais même du nord des États-Unis. On sait que l'offre n'est pas très développée. Il y a davantage de Ren Fair que de grandeur nature à proprement parler. Donc, c'est clair pour nous là, que c'est un bassin de joueurs là, qui nous intéresse. Mais Brownsburg, toi, le terrain de Fléau, c'est un terrain que tu connaissais très bien. Oui, c'est un terrain que j'ai joué là-bas pendant une dizaine d'années. Puis j'ai aussi animé un autre GN qui était sur le terrain, mais qui est décédé depuis. Mes condoléances. Mais ça m'a permis de me lancer dans un projet encore mieux. Oui, ben c'est ça. Ben oui, le fait que c'est à peu près à mi-chemin entre Montréal et Ottawa, c'est définitivement là, un des éléments clés qui nous a fait choisir ce terrain-là, puis cibler ce secteur-là. Faut dire aussi que, ben, avec l'offre qui n'est pas très développée, l'offre de terrain n'est pas très développée non plus. Ça reste que Fléau, c'est un terrain qui a énormément d'avantages. C'est grand, c'est beau, il y a plein de bâtiments, tout ça. Donc, ça rassemblait là, les éléments qu'on cherchait. Ben c'est ça, parce que il est bien développé, ce terrain-là. On s'entend, là, il y a plusieurs bâtiments. Je pense même qu'il y a des bâtiments avec des poêles à bois, il y a de l'électricité, de l'éclairage. Oui, ce qui nous permet d'avoir des événements plus tardifs dans l'année aussi, parce qu'on peut chauffer les bâtiments, au moins certains des bâtiments, mais la plupart, en fait. La plupart des bâtiments peuvent être chauffés. Donc, pour dormir, l'auberge, c'est quand même un bel avantage. Cool. D'ailleurs, là, tu parles des dates, ben, en un sens, là, parce que tu parles d'un événement tardif. Donc, les dates, on peut les trouver, j'imagine, sur le site web, puis tous les médias sociaux. Notre date la plus tardive cette année, c'est mi-octobre, 18, 19, 20 octobre. Mais on pourrait certainement envisager même d'aller plus tard dans la saison parce que, justement, le terrain le permet. Dans notre cas, on fait 3 événements complets par année plus un banquet. C'est un plus petit calendrier que beaucoup de GN, mais c'est une façon pour nous de vraiment investir beaucoup dans la préparation de chacun des événements. Puis, ben, ça fait quand même une belle rotation à finalement 4 événements. On considère que notre banquet est un événement à part entière. C'est une journée complète. Quand même, c'est pas juste comme un souper, là, c'est vraiment toute la journée. Oui, c'est comme ça, depuis l'après-midi. Jusqu'en très fin de soirée, oui. OK, puis le banquet, est-ce que vous le faites dans une salle à part du terrain? Oui, mais aussi à Brownsburg. Ah ouais? On a aussi trouvé une salle. Donc, on a trouvé une salle, c'est une ancienne chapelle, c'est une salle historique qui a été adaptée en centre communautaire. Et c'est vraiment très beau. Tout le bois est exposé, on voit vraiment l'ancienne architecture. Donc, c'était un super bel endroit là, où être. Je pense qu'on risque d'y retourner là, parce qu'on a vraiment beaucoup aimé ça.
Colin, mais vous piquez ma curiosité. Il va falloir que je vienne à un de vos banquets. Ah! Si on revient un petit peu du côté univers, parce que là, c'est ça, vous êtes au début de votre histoire, dans le fond. Est-ce que ce serait possible de me donner un petit synopsis rapide de qu'est-ce qui se passe? Donc, tout a commencé par une guerre qui a été déclarée entre l'Empire Kuznets et la nation de Shikai, le Dar Shikai Tekoku, qui est notre nation d'origine asiatique. Okay. Une guerre s'est déclarée entre ces deux nations, et lors de la plus grande des batailles, tous les morts se sont relevés et ont commencé à mener un troisième front contre les vivants. Assez rapidement, l'Empire du Dar Shikai ainsi que l'Empire Kuznets sont tombés. Et sur leur route, ils ont aussi fait tomber la cité de Septis, qui est une grande cité de une cité magocratique à l'intérieur d'un volcan. Donc, qui sont à eux seuls la puissance d'une nation. Okay. Les morts-vivants ont fait tomber ces trois nations-là, et maintenant ils ont rentré dans le détroit qui se dénomme la Vallée. La Vallée, c'est un territoire qui relie les deux archipels et qui était déjà convoité par trois autres grandes nations, qui sont Albion, qui sont notre classique médiéval fantasy très arthuresque. Nous avons l'Empire, qui est plus près de Renaissance, plus près de l'Empire Warhammer, le reste de l'Europe, dans le fond. Et les cités de Sinaï, qui sont plus Moyen-Orient. Dans leur inspiration. OK. Et c'est à cet endroit-là que les trois nations ont décidé de signer le pacte, et qui est un engagement de repousser les morts hors de la vallée avant qu'ils ne puissent arriver jusqu'à leur terre. Cool. Merci. Écoute, ça paraît que tu le dis, puis tu sais le vendre. Écoute, moi, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'y aller. Je trouve ça intéressant parce que aussi, une affaire que je remarque, c'est que vous avez la diversité, en un sens, dans le genre de personnage que les gens peuvent jouer, incarner. Effectivement. On n'a pas d'archétype, après pas en parler. On n'a pas de classe, donc c'est un système qui est ouvert. Un pick and chose d'habilité. Ni de classe, ni de race. Ni de classe, ni de race. Oh. Donc, tout le monde est des humains, mais c'est pas pour autant que tu ne peux pas être unique. Nous avons des humains avec des serres de bois. Nous avons des humains avec des crocs de loup. Et d'autres mutations et changements corporels. OK, wow, je suis vraiment curieux. Est-ce que ces mutations-là, en un sens, ont un impact sur leur jeu ou c'est purement roleplay? Les deux. De manière générale, c'est associé à une des religions et donc une des magies. Donc, il y a des formes de pouvoir qui sont associées à ça, mais quelqu'un qui choisit, par exemple, de ne pas investir d'un point de vue système, de ne pas mettre d'XP dans ces pouvoirs-là, pourrait quand même adopter ces traits-là par son historique, des choses qui se seraient passées dans son enfance, avec sa famille ou dans son village, par exemple. OK. Wow! Puis je suis curieux, là, excusez, je saute un peu du coq à l'âne parce que vous avez mentionné là, les règles, puis on reviendra au scénario un petit peu après, là. Mais vous dites pas de race, pas de classe. Effectivement. Comment ça fonctionne essentiellement d'abord? C'est des skills? Ben oui, donc on a des arbres de compétences. OK. Qui, oui, évidemment, représentent certains archétypes, certains profils de jeu. Par exemple, on a un arbre pour le combat, un arbre pour la médecine, il y a des arbres de magie et tout ça. Okay. Sauf que il est possible d'aller puiser dans n'importe quel de ces arbres-là pour construire le personnage qu'on a envie de jouer individuellement. Donc, il n'y a pas de profil prédéfini, on n'est pas limité à certains arbres en fonction d'une classe ou des choses comme ça. On a quand même fait certains choix, c'est-à-dire qu'on encourage à se spécialiser à l'intérieur d'un arbre. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les premières habiletés dans un arbre sont plus chères que les suivantes. Okay. Donc, c'est mathématiquement avantageux de se spécialiser, mais il n'y a aucune... c'est pas du tout obligatoire. Donc, c'est vraiment un choix qui est fait par le joueur. OK. Puis dans le fond... Tu disais que ça coûte plus cher, donc j'imagine que ça doit être comme des points d'expérience. C'est des points d'expérience qui sont accumulés à chaque événement.
On a aussi pris des décisions qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a vu ailleurs, c'est-à-dire qu'un personnage débutant est quand même assez, je veux dire, puissant selon notre arbre complet. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'un personnage débutant commence avec 20 points d'expérience sur un maximum de 40. OK. Par contre, la progression ensuite va être un peu plus lente. Donc, pour nous, ce que ça représentait, c'était des personnages qui ont une expérience passée et qui arrivent avec cette expertise-là. Puis après ça, une façon d'assurer comme un balancing entre les différents participants, là, d'avoir cette progression un peu plus lente. OK. Fait, dans le fond, c'est une manière un peu de future-proofer le système, là, si vous me permettez l'anglicisme. Ouais, quelque chose comme ça. C'est aussi de rendre les choix des joueurs un peu plus conséquents, dans le sens où dans beaucoup de GN, quand tu arrives, sa première partie dans un GN, tu es un médecin, tu n'es pas vraiment un médecin. Tu es un secouriste ou tu tentes d'aider un médecin. Tandis que nous, dans notre système, si tu veux être un médecin, au premier scénario que tu viens, tu es un médecin. Okay. Tu peux être un spécialiste, en commençant. Ouais. C'est ça, dans le fond, tu n'auras pas forcément d'autres habiletés dans d'autres Exactement. affaires, Ouais. mais tu es un pro dans ce que tu fais. C'est ça. OK. Ben, je trouve ça intéressant. Personnellement, je suis un gros fan de laisser le choix aux gens. Là. Je veux dire, autant que je trouve qu'il y a quelque chose de le fun puis de simple dans le fait que, comme, bon, ben, mettons, OK, ben, t'es un barbare, ben, mettons, t'as de la rage puis t'as tant de points de vie. Puis, tu sais, c'est comme ton prochain skill, ça va être ça. Ben, je pense pas qu'il y ait nécessairement un système ou un type de système qui est supérieur à l'autre. C'est vraiment des types différents. Puis, il y a une importance d'avoir une cohérence dans les choix qu'on fait. Nous, c'est le type qui nous plaît davantage. Puis, on a trouvé qu'il supportait mieux le type de jeu qu'on avait envie de proposer. Ben, c'est cool. Je trouve qu'il y a quelque chose quand même de le fun qui se retrouve dans la simplicité, en un sens. Puis, d'ailleurs, je suis curieux de voir, mettons, les dégâts, puis tu sais, comment c'est traité chez vous? Est-ce que les gens, mettons, est-ce que c'est du touche-coupe? Est-ce que c'est du PV patate, là, comme on dit? T'as un nombre de points de vie, puis... On pense avoir trouvé une façon de combiner les deux Oh! et de rendre ça intéressant. Dans le sens où tout le monde a des points de vie patates, ainsi que les points d'armure sont patates. OK. Sauf que où ce que ça devient intéressant, c'est au moment où vous tombez à 0 point de vie, vous vous écroulez pas automatiquement au sol. À ce moment-là, vous devenez à qu'est-ce qui se rapproche plus d'un touche-coupe. Oh! Ce qui permet de, pendant les combats, de faire une fin cinématique, que ce soit à tes adversaires ou que tes adversaires puissent te tuer de façon plus démonstrative. OK! Ah, ça, j'aime ça. L'aspect théâtral, là, justement. Exactement. Ben, je pense aussi que dans un contexte où est-ce que vous visez un PVP qui est pas tant combat, aussi, ça fait que la plupart des combats, des affrontements vont se faire avec des mobs, des membres de l'animation, j'imagine. Mais encore là, on a un autre aspect à notre GN qu'on a intégré. Parce que le problème qu'on voyait souvent chez les GN PVE, c'était que l'équipe d'animation, elle est trop peu nombreuse. Quand que le GN vient... Ou épuisé, effectivement. Aussitôt que le GN a plus de 50 joueurs, ça devient difficile de rivaliser en force militaire avec les joueurs. Donc, nous, on a créé ce qu'on appelle des patrouilles, qui sont un système qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandé et qui donne des avantages en jeu de vous inscrire à une patrouille, qui est une plage horaire d'environ 2 heures environ. Et pendant ce moment-là, vous êtes un mob avec nous. Donc, on a plein de costumes de rechange, on a des armes de rechange, on vous met un costume, on vous brief sur la situation et vous allez frapper sur vos amis. Ah, j'aime ça. Ou on a quelques patrouilles sociales où c'est patrouilles possible pour ceux qui n'ont pas envie d'aller en combat, mais je dirais la majorité, c'est du combat. C'est vraiment une façon d'augmenter nos rangs. OK. Donc, comme Nathan dit, il y a des avantages en jeu, il y a des récompenses pour participer à la patrouille. On peut recevoir des provisions, on y reviendra. Ça fait partie d'un élément de survie qu'on a intégré au jeu. Mais c'est vraiment une façon de mieux collaborer avec les participants. On a appelé ça une patrouille parce que ce que ça représente, c'est que ton personnage est parti faire une patrouille pour le pacte pendant ce temps-là, ce qui explique ton absence. OK. Ben, justement, pendant ta patrouille, tu as peut-être découvert des secrets, tu as peut-être été témoin d'une situation, des ennemis qui approchent, trouver des indices au sol. Donc, ce que tu apprends pendant ta patrouille, ton personnage le sait. Donc, tu peux vraiment voir l'envers du décor pendant ce temps-là.
Ah, ça, j'aime ça. Parce que un des gros enjeux dans la plupart des GN présentement, c'est de réussir à trouver assez d'animateurs, assez de membres d'équipe. Ben, je dois dire qu'on est choyé là-dessus. Ouais. On a quand même une grosse équipe. OK. Vous êtes combien? Environ, évidemment, ça change d'un événement à l'autre, mais environ 25 personnes. Oh, wow. Ouais, quand même. OK, oui. Là-dessus, on a une dizaine de personnes qui sont vraiment dédiées à notre équipe de combat OK. pour faire une présence armée, puis pour faire plaisir à ceux qui ont envie de se battre le plus possible pendant l'événement. Mais ça reste, bon, ces 10-là, plus évidemment dans les autres, il y en a plusieurs là, qui vont volontiers se battre. Mais malgré tout, ça fait 15, 16, 17 personnes contre potentiellement 80 joueurs. Là. Ouais, dans ceux qui se battent, là, ça marche pas. Là. Donc, la patrouille, ça vient vraiment rééquilibrer les choses. Là. OK. Oh, wow. Mais je trouve que c'est un bon truc quand on réussit à trouver des incitatifs comme ça là, pour les joueurs. Puis j'ai hâte qu'on revienne à l'aspect survie là, tantôt. Mais justement, de trouver des manières de récompenser les joueurs. Puis quelque chose qui va pas briser le jeu non plus. Absolument. De sorte à ce que les gens vont pas juste faire des patrouilles pendant tout le GN. Puis c'est comme... Non, c'est ça. Et t'es pas récompensé à la même échelle pour toutes tes patrouilles non plus. Okay. La première, elle est récompensée pour aider pour l'échelle de survie, mais après, les autres ne sont pas... c'est pas le même niveau de récompense. Là. OK. Pour justement garder notre système de survie avec un challenge. Là. C'est ça, parce que j'imagine que... en fait, ça me donne le goût d'embarquer un petit peu sur l'aspect de la mort, qui est un truc qui change beaucoup d'un GN à l'autre. Mais... J'imagine que quand t'es en patrouille, t'as pas de risque de mourir permanent. Non. Non. Mais quand t'es pendant le jeu puis t'es pas en patrouille, est-ce qu'il y a des risques de mort permanente au pacte? Il est possible de mourir de façon permanente. C'est compliqué, mais si tu te laisses aller, ça peut arriver. OK. Il y a des blessures qui peuvent devenir des blessures ou des malédictions, ainsi que des maladies qui peuvent, si, encore une fois, tu les laisses aller et tu ne tentes pas de les guérir, devenir permanentes. OK. Et c'est à partir de ce moment-là, une fois que tu as déjà une affliction qu'on appelle permanente, que ce soit une malédiction, une blessure ou une maladie, la deuxième signifie qu'il t'en reste plus long. Oh boy, OK. Fait que j'imagine qu'il doit y avoir des manières, dans le fond, de guérir ces blessures-là. Oui. Les afflictions permanentes sont permanentes. Okay, Donc, celles-là sont... c'est pas possible, a priori, de les guérir. Mais on a... Donc, ça fait partie de tout un système avec des afflictions mineures et majeures avant qu'elles deviennent permanentes. Okay. Celles-là, oui, peuvent être guéries de différentes façons. Tout ce qui est mineur, c'est vraiment intégré au système. Il y a des habiletés associées pour les guérir. C'est très prévisible. Il y a certains effets de combat, par exemple, qui peuvent causer des blessures mineures, des choses qu'on pourrait trouver dans l'environnement pour créer des maladies, ce genre de choses-là. Okay. Le majeur, ça devient comme des mini-cartes. Donc, lorsqu'on reçoit une affliction majeure, on doit aller chercher une carte. Puis c'est dans la carte qu'on va vraiment avoir les étapes à suivre pour le guérir. Puis ces étapes-là peuvent changer d'un scénario à l'autre. Donc, c'est vraiment de la mini-quête. Et là, c'est ça que Nathan nous disait. Si on se laisse aller puis qu'on le guérit pas, c'est là que ça devient permanent puis qu'on est en danger. Exactement. Ça devient un petit peu la responsabilité du joueur de, ben écoute, là, tu sais qu'est-ce que tu as à faire, fais-le. Puis si tu te démerdes pas, excusez-moi le mot, mais... non, c'est exactement ça. Ben, ça devient ton problème, tu sais, fait que... C'était motivé aussi par notre but de vouloir donner du jeu aux médecins. Parce qu'on trouve qu'en GN, les médecins sont souvent très motivés. Ils viennent avec tout leur kit, tous leurs habits de médecin. C'est beau à voir. Et souvent, ils sont pas très motivés autre que faire un bandage pendant 30 secondes. Ouais. Nous, on voulait développer un peu plus leur jeu. Et eux, ils ont les habiletés pour pouvoir lire la dite carte. Donc, parce que si tu n'as pas l'habilité autopsie, tu ne pourras pas. Donc, tu dois faire affaire avec des médecins pour savoir comment guérir ta maladie. Et après, lui, il va avoir des facilités à guérir certaines étapes ou à faire les chirurgies nécessaires. Ça fait partie de nos grands principes de jeu que on veut vraiment encourager le maximum d'interaction entre les joueurs. Oui. Donc, il y a des...
bien sûr, là, tout le monde cherche un peu à incarner un héros, puis Ouais. on soutient ça, mais il va venir un moment où il va falloir interagir avec d'autres, puis aller chercher le soutien de d'autres personnages, notamment les médecins là, pour tout ce qui est des afflictions. Ben, ça revient un peu à ce que vous disiez au début, le genre de PvE compétitif, où Ouais. est-ce que les gens doivent interagir ensemble, puis, tu sais, Exact. pour le meilleur et pour le pire, là, dans le sens Ouais. que, ben, tu sais, des fois, genre, oui, ce que je veux, c'est un soin, mais ça se peut que, ouais, mais tu vas devoir me donner un service, tu sais. Exact. Autrement dit, les joueurs n'ont pas juste à interagir avec les NPC, puis c'est tout, puis attendre que l'équipe d'animation mette des personnages sur le jeu. Oui, mais en fait, puis tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que c'est vraiment ça le comportement qu'on voit de la majorité des participants parce que tout le monde, ensemble, on a un grand ennemi commun, on a des objectifs communs, puis on va travailler dans ce sens-là. Sauf que quand on vient à nos interactions entre nous, ben ouais, je vais essayer d'aller chercher un petit plus ou je vais vouloir aller chercher un avantage ou tu vas m'en devoir une pour la prochaine fois, puis ça dure, puis les gens s'en souviennent. Ok. Ouais, fait que ça vient faire naître une certaine dynamique, mettons, peut-être d'animosité à l'occasion entre les joueurs, sans forcément que ça vienne au point. Exact. Exact. Puis, je pense que on vient de parler des médecins, on parle un petit peu de, justement, les enjeux de, il va falloir que tu m'aides là-dessus, puis des afflictions. Pour l'aspect survie que tu as mentionné tantôt, là, je suis vraiment curieux, là, comment ça marche, c'est quoi? Vas-y, Hélène. Ben, tu l'as comme dit, on appelle ça, dans le système, le vrai terme, c'est l'échelle de confort. On dit souvent échelle de survie. En fait, c'est la même chose. OK. C'est chaque événement, à la fin des événements, les participants doivent payer un certain nombre de ressources pour investir dans leur confort. Donc, on comprend qu'on est dans un avant-poste où les ressources sont difficiles à trouver, la nourriture, l'eau potable, et en investissant dans son propre personnage, finalement, des ressources, des rations, qui sont concrètement de l'eau potable, de la nourriture et des matériaux, que c'est pour son équipement, généralement, on peut maintenir un certain confort. Okay. Ça se traduit en avantages et en désavantages dans le jeu. Donc, si on va mettre les ressources nécessaires chaque événement, ben, on va pouvoir augmenter notre niveau de confort et gagner des avantages statistiques. Okay. Plus de points de vie, par exemple. Ouais. Mais inversement, si on choisit de ne pas payer ces rations-là, de ne pas consommer ces rations-là, bien, on peut descendre, accepter un confort modéré, voire très limité, puis là, ben, à l'inverse, avoir des effets négatifs, par exemple, avoir un point de vie de moins à son départ. Oh. Mais c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut faire des choix en tant que groupe. Okay. Donc, un groupe pourrait dire, ben on va réallouer nos rations à nos combattants dans le but d'augmenter leur capacité physique, mais que les autres vont prendre le risque d'avoir un petit peu moins. Mais ça, il va falloir le rattraper éventuellement parce qu'on ne veut pas les laisser mourir. Donc, c'est un jeu où on a vraiment le potentiel de faire de la stratégie, de prendre des décisions en commun, de travailler avec les autres. OK, wow, j'aime vraiment ça. Est-ce que ça peut aller jusqu'à, mettons, une affliction si... Oui. Si on se laisse aller, il y a des afflictions. Assez rapidement, en fait, il y a des afflictions, mais des afflictions qui se traitent. Oui, donc, on peut prendre le choix là, de se dire, ben, je sais que je vais commencer l'événement avec une affliction, mais avec l'idée qu'il y aura des solutions pendant le jeu. Il y en a. Okay. Il y a des façons d'aller chercher des rations en les achetant au marché, par les habiletés d'économie. On peut en trouver sur le terrain. Il y a un nombre limité à ce moment-là, donc il faut prendre un peu, encore une fois, là, le risque qu'il n'y en aura plus ou que nous, on ne soit plus en mesure de les consommer. Et puis, ben, comme on disait, la patrouille, ben, ça donne comme une garantie. OK, OK. Ah, cool. J'aime ça. Ça rajoute de quoi, justement, un genre d'enjeu. En plus de, mettons, si moi j'arrive là-bas puis j'ai pas forcément de quête avec mon personnage, ben ça me fait déjà quand même de quoi qu'il faut que je travaille. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire en permanence parce qu'il y a toujours ça à penser puis à organiser. Et ça fait aussi qu'il y a toujours une sortie. Et puis, c'est quelque chose qu'on a vu d'un point de vue économie.
c'est même plus le fun à un moment donné de juste accumuler. Mais là, on s'assure d'avoir davantage de mouvement dans l'économie, ce qui crée un peu plus d'intérêt à jouer avec ces éléments-là. OK, puis d'ailleurs, dans ces denrées-là, en un sens, est-ce qu'elles sont périssables? Est-ce que, mettons, genre, je pourrais garder l'eau potable toute pour moi, puis... Oui et non. Oui, non, celles qui se trouvent en jeu sont périssables. OK. Et elles sont représentées, comme il y a plusieurs événements qui font ça, là, par des chimes de bois qu'on peut trouver dans l'environnement. Oui. Celles qui sont en carte, celles-là ne sont pas périssables, on peut vraiment les accumuler. OK. Donc, une différence de valeur entre les deux aussi. Exact. Que tu fais une récompense de quête ou quoi que ce soit. OK. Fait que, dans le fond, quand tu disais qu'ils sont trouvables en jeu... Ils sont véritablement trouvables. C'est ça. Fait que là, ils vont être placés sur le terrain, genre, puis tu tombes dessus, tant mieux. Exact. Ils ont toutes leurs petites règles qui sont plus connues, mais qu'on peut trouver mieux. Ce qui est les fruits peuvent être dans les arbres, donc pas nécessairement au sol. Les champignons sont par terre, les matériaux, c'est plus sûr, les ennemis. OK. Donc un peu comme un loot sur un ennemi. Oui, exact. Donc on peut les trouver comme ça un peu partout. Notre eau est plus proche de nos points d'eau réels sur le terrain. Alors, j'aime bien ça, moi, quand tu peux trouver justement les denrées sur le jeu, tu sais, les ressources, tout ça. Oui, puis je pense qu'on se sent comme clever quand on réussit à les trouver. Puis qu'on s'est dit, il me semble que logiquement, parce qu'on a évidemment la carte du terrain qui est thématisée dans notre univers. Puis là, quelqu'un pourrait regarder ça puis se dire, logiquement, il devrait y avoir de l'eau dans ce secteur-là. Puis, à moins que quelqu'un ait déjà fait la même supposition, les chances sont qu'on est passé par le même processus. OK. Je remarque, dans le fond, que dans votre système, à plusieurs égards, il y a beaucoup un aspect de long terme. Tu sais, il y a des actions que tu vas prendre que, non, tu vas pas forcément avoir les conséquences ou les bénéfices cette partie-ci, mais la prochaine, ça va avoir un gros impact. Justement, l'aspect de survie, tu sais, j'allais dire ta zone de confort, mais ton échelle de confort, justement. C'est un peu ça. Écoute, mais si je bois pas d'eau pendant toute une fin de semaine, je vais être hors de ma zone de confort. Exactement. Non, je pense que tu vois très bien. Effectivement, il y a beaucoup de répercussions, disons, à moyen et à long terme, ce qui veut évidemment pas dire qu'il se passe rien dans l'immédiat. On pense beaucoup aux jeux terrain, comme on disait, on donne beaucoup d'importance à ce qui se passe dans l'événement. On veut vraiment encourager à faire les choses là, à l'intérieur des événements. On reçoit avec plaisir là, les lettres, les rapports des joueurs. Ça a beaucoup d'impact. Aussi, et c'est intégré, mais c'est réintégré ensuite dans le scénario de l'événement. C'est vraiment beaucoup pensé comme ça. Mais ça nous a encouragé, encore une fois, à développer certains principes, certaines structures de jeu. On a des NPC. Chaque acteur a un nombre limité de NPC, 1 ou 2, généralement. Ils sont très présents en jeu. On a des NPC, en fait, on a des acteurs qui en ont un seul et qui sont là presque en permanence. Je pense surtout à l'auberge, les marchands, l'alchimiste du village, des gens qui sont vraiment intégrés à la vie du village et développent des relations à long terme avec les personnages des participants. Puis, parce qu'une chose qu'on essayait de limiter à ça, qui nous frustrait un peu, c'était, tu commences une quête, tu vois, t'as besoin de l'interaction dans un PvE, t'as besoin de l'interaction d'un NPC, c'est normal. Et puis là, tu la commences, puis si tout va bien, tu vas revoir ce NPC-là à l'événement suivant. Donc, ça, nous, ça a été certaines frustrations qu'on a eues dans d'autres événements. Puis c'est quelque chose qu'on ne souhaitait pas vivre dans la mesure du possible. Donc, c'est vraiment ça. On essaie d'avoir des NPC très présents en jeu qui ne vont pas régler les choses là, pour les participants, mais qui vont être présents pour les interactions. OK. C'est vraiment une manière, en un sens, de supporter le jeu de façon constante. Exact. Puis de dire, comme, écoute, on n'est pas là, tu sais, ils sont pas là pour shiner, j'imagine, là. Non. Je pense que c'est un problème de certains GN à l'occasion, tu sais, que c'est comme, bon, on a un... Parce que selon moi, c'est un défi quand même intéressant, là, d'avoir des NPC qui sont là aussi longtemps. Oui, qui sont utiles, mais qui ne règlent pas tout. Oui, c'est ça. D'avoir des animateurs qui incarnent... Mais c'est ça, qui incarnent un NPC, admettons, aussi longtemps, toute la journée, toute la fin de semaine.
Je sais que j'ai déjà vu ça, malheureusement, tu sais, des animateurs qui s'attachaient peut-être un peu trop à leur personnage. Ah, ben oui, c'est sûr. Puis là, c'est comme, ben écoute, dans le scénario, idéalement, il faudrait que ton personnage meure, tu sais, ça serait logique, ou ça serait, tu sais, ça va débloquer vers quelque chose. Oui, c'est ça. Exact, tu sais, fait que ça, justement, je trouve que c'est tout le temps un défi, mais justement, de mettre ça au clair avec votre équipe, tu sais, du fait que, écoute, t'es là pour supporter les joueurs, puis tu sais, t'es pas le paladin qui va aller sauver puis battre le chef des morts vivants, là. Je dis n'importe quoi sur le scénario, là. Mais... Mais non, mais je pense que c'est un bon point, puis on en parle de temps en temps, là. C'est pas... c'est pas le sujet principal de conversation avec l'équipe, évidemment. J'espère. Non, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a pris certains angles, comme les personnages les plus présents sont très terre-à-terre, très au même degré que les personnages joueurs, alors que... on a les ambassadeurs des nations qui ont énormément d'influence. Ben, à l'inverse, on essaie de faire attention, ils sont très peu présents, ils sont là à des moments précis avec des intentions très spécifiques. Donc, pour un peu limiter là, ce genre de problème-là. Puis, parce qu'on ne voudrait pas non plus, justement, là, que le conseil des ambassadeurs vienne tout régler pour tout le monde. C'est ça, c'est plate. Ouais, ça serait vraiment triste. Justement, tu as l'impression d'être plus dans un théâtre interactif que dans un GN. Exactement. Ouais. Puis nos NPC sont toujours limités de la même façon que les joueurs. Ils peuvent pas être plus puissants qu'un joueur. Donc, on n'aura pas ils peuvent être plus avancés, mais ils peuvent être un peu plus avancés, mais ils ne pourront jamais dépasser le maximum qu'un joueur peut rejoindre. Donc, concrètement, on fait des fiches. En utilisant le même système. Ben, je trouve que c'est une bonne manière, généralement, de faire des bons barèmes, du fait que, comme, ben, regarde, on veut que ça soit bien balancé. Fait que nos personnages vont suivre les mêmes règles. Oui, exactement. Ouais. Ok, je sais que des fois, mettre un peu de scénarium, c'est comme, bon, cette situation-là, on voulait que ça soit comme scripté, mais regarde, là, si c'est arrivé de même, on va pas changer ce que les joueurs ont fait. Non, exactement. Ce qu'on a plus fait, c'est d'avoir plus qu'un personnage qui pourrait intervenir. Et puis là, à ce moment-là, il y a plusieurs solutions, certaines qui pourraient se combiner, d'autres pas. Ça, oui. Mais on privilégie ça plutôt que de juste augmenter la puissance. Puis c'est vrai du côté des ennemis aussi. Oui, en fait. Cool. Donc, on va privilégier au niveau des mobs d'avoir plusieurs vagues plutôt que des mobs hyper puissants. Ouais, ça se répercute là, vraiment dans tous les éléments du jeu. Ouais, mais j'imagine, puis en même temps, si admettons, là, je sais pas si vous autres, c'est un système de niveau ou juste de XP. Juste XP, ok. Bon, je vais utiliser des termes qui s'appliquent pas au pack dans ce cas-là, mais parce que je sais pas exactement c'est combien vos XP, mettons, genre... C'est entre 20 et 40. Entre 20 et 40, ok. Parce que ça, j'allais dire, admettons que t'as comme un NPC, tu sais, que, ben, t'as un méchant qui a comme 20 XP, puis admettons, comme, c'est lui qui vient affronter, c'est comme, en un sens, l'infanterie. Puis là, mettons, t'as comme un grand méchant qui arrive, puis lui, il a 40 XP, tu sais. Et là, c'est comme genre, ok, ça a plus d'impact, tu sais, c'est comme lui, il a plus de puissance, ok. Mais je trouve que c'est intéressant parce que, puis aussi, les gens, si ça se base sur une fiche, ils sont comme genre, ah non, lui, il a telle habileté, je suis tellement pas bon contre ce genre de skill-là, ce genre de jeu-là, là, fait que... Ça pourrait avoir un impact, effectivement. Faut pas oublier qu'on est un GN qui a un très bas niveau de fantasy. On n'a pas de magie offensive, on n'a pas de boule de feu lancée, on n'a pas d'effet dans ce genre-là. OK. Donc, si vous êtes un magicien de combat, vous allez enchanter vos armes ou ceux de vos alliés, essayer de les protéger contre certains effets, mais vous n'allez jamais vous ramasser à lancer des boules de feu ou à paralyser les gens avec votre parole. Ah ouais, ok, ben je trouve que c'est intéressant, ça vient un peu rajouter à l'immersion, j'imagine, là. Quand même, il n'y a aucun effet, sauf un, qui n'a pas de contact avec le joueur. Ok. Donc, si tu reçois un effet, c'est que ton agresseur a réussi à te toucher. Ok, oui. Donc, on a un système de bombe, mais la bombe doit être un objet physique qui doit te lancer, elle doit te toucher pour être affectée par l'objet. Donc, les prouesses physiques réelles des joueurs sont utilisées en combat. Il n'y a pas personne qui va juste régler le combat par tout le monde vous tomber par terre. Quelque chose du genre. OK. Puis d'ailleurs, vos armes, parce que tantôt tu as parlé justement de
l'aspect que, mettons, jusqu'à 0 PV, c'est patate. Puis après ça, c'est un genre de touche-coupe. Ouais, à peu près. Ouais, ben ça, genre de à peu touche-coupe. près, là. Exactement. En fait, quand on est en période d'agonie, là, donc quand on tombe à 0 PV, mais on est encore conscient, on est en agonie, c'est comme ça qu'on l'appelle, il y a le potentiel d'avoir une blessure spécifique qui est de perdre un membre. OK. Oui, donc Est-ce que c'est permanent? Non. pas a priori, mais ça pourrait le devenir. Si vous ne réglez pas, ça peut devenir majeur. Les afflictions majeures. Exact. Là, on entre là-dedans, c'est ça. OK. Donc, je pense que la question que tu t'en vas, c'est le genre de dégâts qu'on fait. Donc, la vaste majorité des dégâts sont de 1. Dans quel cas on n'a pas besoin de les dire. Il est possible d'avoir des habiletés ou des améliorations, que ce soit par la magie, l'alchimie ou des situations spécifiques qui augmentent ça. Par contre, c'est assez limité. Oui. On a aussi mis en place une règle qui est importante pour nous, qui est on peut soit faire un effet ou un dégât. Donc, il n'y a pas de cumulation là, de plein d'éléments. Quelqu'un là, qui investit vraiment beaucoup, il est techniquement possible de faire un coup de 5 dégâts. OK. Ce qui est énorme. Ce qui est gigantesque. Assez pour tuer quelqu'un, genre? Assez pour tuer la majorité des gens. C'est 3 points de vie de base. OK. Les gens ont 3 points de vie. Donc. Mais c'est assez coûteux et ça demande la collaboration de pas mal de monde. De plusieurs personnes, là, avec des donc, sphères c'est différentes, notre de range. l'alchimie, de la magie, etc. La majorité 1, quelques 2 dans un combat, c'est normal. OK. Ouais, c'est ça. OK, fait que dans le fond, ça va être essentiellement... Si t'entends un 5 à un moment donné, là, c'est un big deal. Fais là, attention. Oui, c'est un big deal, mais en même temps, les chansons qu'il n'y en aura pas un autre derrière. Ouais, c'est ça. J'imagine que tu le manques, puis c'est... Nos effets, c'est seulement qu'une fois que ça a réussi à passer que ça compte. OK. On cool. a pris des décisions, des fois que ça défie un tout petit peu la logique, mais on a préféré soutenir comme le fun. Ouais. Donc, les effets sont en fait, les effets ou toute habileté sont dépensés seulement lorsqu'on réussit. OK. Avec le bémol qu'il est techniquement possible d'y résister. Il y a aussi des habiletés de résistance. Donc ça, c'est... t'as réussi ton effet, puis moi, j'ai réussi à y résister. Ouais. Tout le monde a dépensé ses charges là-dedans. Mais reprendre l'exemple de la bombe, si je lance ma bombe par terre puis qu'elle fait rien, c'est comme si c'était rien passé. Okay. C'est là que je dis là, qu'il y a un certain élément de logique là, qui tombe, parce que c'est ça, mais... c'est pas grave pour nous, on préfère ça. Puis, les charges sont quand même limitées. Oui, on n'en fait pas tant que ça dans un week-end. Là. Donc... Ouais, je comprends. Je pense que aussi, ça, c'est une balance qui est des fois plus dure à garder, là, justement. Comme, oui, mais tu sais, la logique, oui, mais le fun. Mais le fun, exactement. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. C'est parce que ça reste que c'est un jeu de simulation, on s'entend. Là, le GN en général, c'est comme genre, oui, mais c'est pas logique. Oui, mais c'est pas logique. T'as une épée en mousse. Regarde. Ouais, c'est ça. On est tous des elfes en ce moment. Exactement. On va mettre ça au clair. Après ça, on va avancer. C'est ça. Je trouve ça bien, justement, cette balance-là, que comme, tu sais, on peut manquer son coup, puis c'est pas la fin du monde. C'est exact. C'est ça. Surtout dans un contexte où mettons, ça a l'air d'être quand même assez difficile, justement, d'accumuler, mettons, certaines des ressources, certains des moyens de... c'est inégal, je veux dire. Ouais. C'est sûr que les participants qui investissent beaucoup de leur énergie puis de leur temps dans l'accumulation sont certainement capables de le faire. Mais oui, c'est ça. C'est assez limite. Comme on disait, les charges, on fonctionne par charge pour la majeure partie des habiletés. Quelques habiletés passives, là, mais la grande majorité ont des charges. Charges très limitées, aussi peu qu'une ou deux par événement. OK. Avec le potentiel de les recharger, mais là, il y a des coûts. OK. Donc, le système économique, ça influence aussi les habilités des joueurs. OK, fait que quand vous dites des coûts, c'est vraiment... C'est un coût en ressources en jeu. Ouais. Oh wow, OK. Puis ça, j'imagine, vous avez une monnaie, vous avez des ressources. Exemple, pour les habiletés de guerrier, bien, ça prend... on a un concept de short rest, qui est volé à Donjon Dragon 5e. Oh, et qui est, dans notre ben cas, DGN, qui est dans notre cas 30 minutes au lieu de 1 heure.
et qui, pendant ce temps-là, te permet de faire certaines choses pendant le short rest. La première étant que tes armures se réparent. OK. Automatiquement. Donc, sait pas on n'a casser la pas tête besoin avec de ça. forgeron pendant 5 minutes qui frappe sur un enclume. Fait qu'il n'y a pas de forgeron du tout dans le jeu. Non. Ok. Notre alchimie a des plaquants ou des trucs comme ça qui peuvent faire un jeu de forgeron. Mais à l- essentiellement instantané. Oui. Donc, c'est ça l'avantage. On peut Ok. avoir un enduit qu'on appelle qui est un plaquage. Puis là, on est en combat, ton armure est brisée, tu veux y retourner, Oh je yeah. t'applique l'enduit, tu repars. Tu retournes. OK, Ouais. OK. Donc, on a des forgerons de combat. Oui. Ouais. C'est vraiment ça. Je dois avouer que moi, Exact. ça m'appelle parce que une des raisons principales pour lesquelles je porte pas d'armure, c'est que je porte pas d'armure avec la plupart de mes personnages en GN, c'est que devoir enlever mon armure, faire réparer, admettons mes points Ouais. d'armure ou whatever, je suis comme oh, rendu là, c'est quoi m'apporter une toge, puis je vais Mais mourir plus écoute, vite. tu dis ça, puis c'est drôle, mais on a eu une première version du système d'armure où il fallait effectivement l'enlever. Ouais. Puis après ça, on s'est dit, balancing versus fun. Ouais. Puis, Ouais, ouais. Je pense qu'on se comprend là-dessus, Exactement. là. C'est ça. Mais J'en allais avec les short rests. Oui. oui, Et pendant ces short rests, il est possible de regagner, exemple, ses habiletés de combat. Mais c'est à la dépense d'une ressource. Oh! Donc, Ok. tu dois avoir accès à cette ressource-là d'une façon ou d'une autre. Que ce soit en l'achetant au marché avec une monnaie ou que ce soit... les habiletés d'économie, Les habiletés d'économie, les quêtes, quêtes, ou en exactement. marchand d'armes. Ok, fait que dans le fond, quand tu dis une ressource, ça serait, admettons, là je dis n'importe quoi, mais genre. Une carte de fer, exemple. Ok, ok. Une carte marquée fer dessus, avec un petit dessin. Là, on est encore un jeune GN. Mhm. On a l'équipe a beaucoup d'expérience, donc il y a des choses qu'on apporte d'ailleurs, puis de notre expérience, soit comme participant, soit comme organisateur de d'autres événements. Mais on essaye des choses. La réalité, c'est que même si on est très satisfait de la nouvelle itération du livre de règles, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être soit modifiées ou plus sûr encore intégrées. Ouais. Parce qu'on essaie encore des choses, puis je pense que ça, c'est comme vraiment cool pour l'équipe, mais Ouais. pour les participants aussi. Ben, aussi, vous l'avez dit un peu au début que vous êtes quand même ouvert, tu sais, au feedback des joueurs. Complètement, Puis, ouais. Complètement. fait que, ben, je pense que justement d'avoir un système qui est malléable, puis que vous dites comme, écoutez, c'est pas coulé dans le béton, là, si on se rend compte que telle affaire, ben, regarde, ça a pas pogné, ça a pas marché, mais, ou telle affaire, hey, on s'est fait proposer ça, ça serait vraiment Ouais. cool de le rajouter. Bon, ben, Ouais. parfait, on l'ajuste. Je trouve que ça, c'est une belle qualité à avoir là, Ouais. dans une Ben, organisation. c'est évident que les événements bêta de l'an dernier, ils étaient comme ouvertement pour ça. Là. Oui, on, oui. on essayait des choses. Il y a des choses qu'on a mis en jeu l'an dernier avec... C'est sachant pertinemment que ça allait pas rester comme ça. Ok. Mais on voulait essayer. Oui. Puis on avait besoin de plus de feedback pour prendre nos décisions. Mais tu sais, j'en ai un exemple tellement clair dans ma tête. Là. Le système de magie, on le savait là, qu'il allait pas rester comme ça. Ok. Mais quand on est trop collé dessus, là, Oui. c'est vraiment ça. Ben, Euh, tellement. Là, Donc, de là l'importance de il est l'œil venu extérieur. il est venu un Exact. moment où on a eu la décision de... On a besoin du feedback. On le sort On comme le sort. ça. On le sort sévère. On l'avait volontairement sorti sévère, Ouais. coûteux. Ouais. En se disant, ça sera plus satisfaisant de le rendre moins sévère que l'inverse. Oui, Euh, oui, oui. Ça va être plus facile à digérer. Ben, tellement, Ouais. là. C'est plus facile de donner des permissions que d'en enlever. là. Exactement, oui. Mais, OK, puis d'ailleurs, c'est une question que j'aime poser des fois parce que c'est un peu indicateur là, de à quoi s'attendre pour les règles, mais votre livre de règles fait à peu près combien de pages? Ben, notre livre de règles, il est quand même long, mais je mets comme un avertissement. Oui, Donc, c'est correct. en termes de pages, il fait 80 pages. Par contre, je dois dire, il est rempli de tableaux. Donc, en fait, si on le mettait là, en ligne, Ouais. il serait plutôt dans le 35 Oh, wow, pages. OK, OK. Mais aussi, je trouve que les tableaux aussi, ça rend plus intelligible souvent l'information. Là. C'est ce qu'on croit. Personnellement, je suis un gros fan des tableaux. Ah oui, ben c'est ça. En fait, donc, pour se donner une idée, on a 8 arbres de compétences. D'un arbre de compétences à l'autre, le nombre de skills change. Donc, Ok. ça, c'est un petit peu plus difficile à évaluer. Mais, tu sais, sur une page, il y a 3 skills là, en moyenne. Là. Donc, Ok, je pense que ouais, ouais. le nombre de pages, je ne sais pas s'il est très révélateur dans ce cas-ci. Non, mais c'est bon. Ça vaut la peine, selon moi, de regarder l'ensemble des règles et pas juste les nôtres. Ouais.
La section du début, les premières 20 pages, ça passe vraiment au travers de toutes les règles générales, la vie, la mort, le combat, l'économie, toutes les interactions sont présentées. Là. Intéressant. Puis là, je saute un petit peu à autre chose, mais parce que on a parlé un petit peu tantôt du combat. Oui. Puis la magie. Puis là, tu viens de mentionner encore une fois l'économie, qui est quand même assez importante parce que ça gère aussi la manière que les gens vont utiliser leurs habiletés. Exact. Complètement, oui. Ouais, mais je suis curieux de voir au niveau le balancier entre le combat puis le ARP. C'est comment vous gérez ça, mettons, sur une échelle de 1 à 10, mettons 1 étant genre il n'y a pas de combat du tout, puis 10 étant on est un GN de combat. Où est-ce que vous pensez que vous vous situeriez à peu près? 7, 8? C'est dur à dire parce que... Mais pour ceux qui veulent participer avec le système de patrouille, non seulement tu fais des combats qui intègrent ton personnage, mais tu fais aussi des combats dont tu n'es pas censé prendre parti parce que tu vas être de l'autre côté. Ouais. Donc pour ceux qui veulent... Si tu cherches le combat, tu vas en trouver... toute la journée. Pas mal. Ouais, tu vas en trouver pas mal. Ouais. On a peut-être pas toute la journée, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, un 7, ça a de l'allure. Par contre, si tu ne veux pas faire de combat, c'est aussi possible de l'éviter toute la journée. Et tu n'auras pas... Tu vas pas être en reste. Le jeu est très présent hors combat aussi. Là aussi, on a pris des décisions très claires. Notre zone identifiée village est une zone majoritairement, 95% du temps, sans combat. C'est important pour nous parce que encore, ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de nos principes de jeu. On veut soutenir les différents profils de joueurs, on veut soutenir les différents types de jeux. Quelqu'un qui ne veut pas se battre devrait y trouver son compte aussi. Puis, avoir des environnements dits sécuritaires, ça fait partie de ça. Mais aussi possible d'être sans être combattant, mais de quand même aller sur les missions. Ou dans les moments d'affrontement, parce qu'il y a pratiquement toujours un objectif à accomplir. C'est rarement juste un affrontement contre les morts. Il va y avoir des gens à sauver, il va y avoir un pont à saboter, il va y avoir des interactions pour ceux qui ne sont pas combattants, mais qui participent à l'effort de guerre à ce moment-là. On fait souvent des missions en 2 ou 3 pôles où il va y avoir... on les pense en termes de places, là, mais 4-5 places pour résoudre un puzzle, 4-5 places pour trouver les ressources, tout ça, puis 10-12 pour se battre, maintenir le front pendant protéger les autres. Ça, c'est un exemple. On les pense pas toujours, là. Pas toujours, mais on essaie d'avoir... Puis un peu dans le même principe qu'on a des avertissements de contenu, on va aussi généralement dire, là, vous vous en allez dans une bataille de front. Tu sais quand même à quoi t'attendre. Ça, c'est une mission de combat. Si ton but, c'est plus de faire du RP, vas-y pas. C'est ça. Exact. J'imagine que l'inverse est aussi un peu vrai. Exact. J'aurais envie maintenant de vous demander par rapport à votre décorum. Tantôt, dans l'aspect combat RP, je vous ai demandé encore une échelle de 1 à 10. Votre décorum, mettons, 1 étant épée en duct tape puis coton ouaté de heavy metal, c'est correct, puis 10 étant comme, non, ça te prend, c'est ça, le vrai matériel qu'il y avait à l'époque, là. Où vous vous situeriez au pacte? J'ai comme envie de dire un autre 7. Pour moi ça. Aussi, c'est peut-être plate comme réponse. C'est un beau chiffre, c'est ce que je donnerais comme réponse aussi. C'est sûr qu'on encourage le plus possible de mettre des efforts au niveau du costume. Pour nous, c'est plus important de contribuer à l'immersion, de bien représenter son personnage que d'avoir, par exemple, un réalisme historique. On n'est pas un univers historique, c'est un univers fantastique assumé. Donc, pour nous, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Et on a aussi pris une décision claire à la base. On ne voulait pas limiter l'accès à nos événements puis à nos jeux pour des raisons de budget, par exemple, ou quelqu'un qui commence dans le milieu du grandeur nature puis qui n'aurait pas encore des costumes ou qui ne sait pas exactement où se tourner, que ce soit les artisans ou le faire soi-même. On préfère qu'une personne soit là puis qu'on l'aide
que de l'exclure. Donc, OK. est-ce qu'on va encourager que quelqu'un arrive en coton ouaté? Ben non. Mais ça ne veut pas dire qu'on va t'empêcher d'être là pour autant. Généralement, on va aller faire un petit tour dans le costumier, puis on va essayer de t'aider un peu, puis te dépanner pour l'événement. Ah, ça, c'est cool. Puis, on essaie de fournir aussi des ressources sur notre Discord ou à travers nos photos. On a fait un gros photoshoot l'an dernier pour présenter nos nations, mais ça donne aussi des idées de costumes, puis à quoi s'attendre. Sur le site web, on a une grosse section qui est dédiée à l'esthétique pour chacune des nations, où on donne beaucoup, beaucoup d'exemples et d'idées. Donc, c'est plus cet angle-là qu'on a pris. On a aussi des partenariats avec des artisans québécois, que ce soit avec les artisans d'Azur ou avec Projet Incubus, qui peuvent aider dans la réalisation de certains objets ou certains accessoires que tu peux avoir de besoin. Là, on peut faire le lien entre les deux assez facilement pour aider les communications. Cool, fait que c'est ça, la barrière d'entrée est pas trop lourde. Là, puis... Non, pas du tout. Puis vraiment, on voulait pas que ce le soit. On envoie d'un peu tous les genres sur le terrain. Je vais dire globalement, la qualité esthétique est assez élevée. Je suis très contente de ce qu'on a. Puis encore une fois, on a plein de photos là, sur Facebook, puis tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Le seul élément où on a une restriction vraiment, c'est pour les armures. Okay. Donc, on limite la valeur de l'armure si elle utilise des matériaux modernes qui seraient, par exemple, beaucoup plus légers. Okay. Là, c'est un élément de fairness. Ouais. Donc, si tu as une chaîne en plastique, on pourrait potentiellement la tolérer selon... mais c'est sûr qu'elle ne va pas valoir la même chose que celle en acier. Okay. Donc, c'est peut-être le seul élément là, où on est plus critique et plus sévère sur qu'est-ce qui est permis et qui serait potentiellement pas permis. OK. Là, peut-être que c'est trop dans le détail, mais j'ai envie d'essayer quelque chose, parce que je sais que, tu sais, admettons, tu as mentionné vraiment en plastique, admettons, comme, je sais qu'il y a des armures en thermoplastique là, qui sont super belles, qui ont le look décorum, mais que c'est léger comme rien, tu sais. Puis, mais je me demandais, ça, j'imagine que ça serait considéré comme... Donc, a priori, Evofone, thermoplastique, tout ça qui aurait un super look, a priori, serait accepté. Puis là, je dis a priori parce que c'est du cas par cas. Mais effectivement, serait limité, donc serait considéré comme une catégorie inférieure, donc va donner moins de points d'armure, essentiellement. Puis, mettons que quelqu'un aurait une chainmail qui serait une en acier, mettons, puis une en aluminium. Est-ce que ça, vous verriez aussi une différence ou ça, ce serait comme, non, c'est plus proche? Là, je vais te le rediviser encore. Oui. Celle en aluminium est faite avec les anneaux d'aluminium. On les considère plus proches. Ils sont quand même... C'est plus léger, mais c'est quand même lourd. Là. Oui, ça reste quelque chose à porter. Les codes de maille de boucher, qui sont vraiment très légères, celles-là, on en fait une différence, par contre. C'est vraiment du cas par cas. Cool, OK. Fait que j'imagine qu'un joueur ou une joueuse peut vous contacter pour voir... Absolument, nous envoyer des photos, que ce soit sur notre Discord ou par Facebook, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Très cool. Puis, peut-être, juste pour le fun, vos personnages, parce que, bon, là, c'est rendu que quand les gens arrivent en personnage, ben je les introduis à la fin, il faut croire. Fait que, est-ce que je pourrais vous rencontrer, genre, qui vous êtes, vos persos, là, pas en dehors de Nathan et Hélène, là? Oui. Je m'appelle Fang. J'ai été nommé à la direction de la tribu du Loup Noir depuis la mort du Loup Noir. Oh yeah. All right, cool. Je vous emmène dans un autre univers. Je m'appelle Aube, de la guilde du Valraven à Bicoline. OK. Donc, j'ai triché un petit peu. C'est correct. Mais c'est vrai qu'on a une nation d'inspiration viking. Donc, on a gardé ces inspirations-là. OK, cool. Ça fait que quand on parlait encore une fois que les personnages peuvent vraiment amener de différents styles, il y a même viking. OK. Ouais. Super. Puis, je veux dire, clairement, vous êtes quand même bien équipés, là, fait que ça fait plusieurs années que... C'est, comme on m'a déjà dit, c'est pas votre premier barbecue. Mais ça fait combien de temps? Effectivement, moi, ça va faire au moins une quinzaine d'années que j'évolue dans le milieu du GN. Okay. Mais plus près de
cette année que j'anime ou organise des grandeurs nature. OK. Mais j'ai toujours été joueur aussi, même pendant toutes ces années-là. Fait que t'as vu plusieurs GN quand même. Oui, effectivement. J'ai essayé plusieurs, oui. OK. Cool. Puis toi, Hélène? Oui, moi, j'ai commencé à jouer dans des grandeurs nature vers la fin des années 90. OK. Trahi mon âge. Et j'ai commencé à animer vraiment pas longtemps après, en fait. Donc, je me demande si c'était pas même carrément en 2000. OK. Dans un GN qui est fermé depuis. J'ai été propriétaire de GN, Live de Vampire, GN, très, très impliquée dans l'organisation d'un GN médiéval fantastique. J'ai aussi été propriétaire de GN post-apocalyptique. Oh, donc, ouais. un peu partout. T'as eu un gros éventail là, d'expériences. Oui, quand même. Puis, ben, essayer plein de trucs différents. Le projet Pandore, qui était donc le GN Post-Apo, qui est le dernier GN où j'ai été vraiment très impliquée. On a fermé en 2015. Pour te donner un peu une idée, qui est l'année où j'ai eu mon premier enfant et une autre des maîtres de jeu aussi. Donc, c'était définitivement un gros morceau. Ouais, vous êtes parti sur une autre aventure, mettons. Oui, exactement. Mais après ça, je pense que ça faisait quand même plusieurs années là, que j'avais envie, moi et mon conjoint aussi, qui est impliqué là, au pacte, de se relancer, pas juste dans les GN, mais dans l'organisation de GN. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, à travers des connaissances, tout ça, le projet du pacte s'est créé. Donc, c'est là qu'on est. Ben, c'est vraiment cool. Clairement, là, ça a l'air d'être bien ficelé, votre organisation. Moi, j'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. Merci. On a une belle gang. Oui. C'est beaucoup de plaisir. Vraiment cool. Fait que, Nathan, Hélène, merci tellement d'être venus aujourd'hui. C'était super cool de jaser avec vous autres. Fait que vous avez mentionné un Discord plus tôt, vous avez Facebook, un site web. Oui, tout ça, le pacte gnlarp.com. On garde les deux langues partout. C'est le même nom partout que vous allez trouver Facebook. Discord est un petit peu plus difficile à trouver, mais via le site web, tous les liens sont là. Parfait. Ben, je mettrai le lien de votre Discord aussi dans la description. Génial. Là, fait que ça va tout en même place, là, ça va être facile. Fait que merci encore d'être venu à l'émission, puis au plaisir de vous voir cette saison. À bientôt. Merci. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de La Folie des Grandeurs. Merci pour votre écoute, et si vous avez apprécié cet épisode, suivez-nous et partagez l'émission. C'est gratuit et ça fait toute la différence pour nous. Dans les commentaires, laissez-nous savoir quel GN ou organisation vous voudriez qu'on reçoive dans le futur. Vous retrouverez tous nos épisodes sur les plateformes de podcasts habituelles comme YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Et vous pourrez nous retrouver à la page Facebook La Folie des Grandeurs. Avant de vous laisser, je veux vous inviter à aller écouter nos autres épisodes pour découvrir les autres GN et organisations qu'il y a dans le milieu. Ça s'écoute bien dans le char, puis on sait jamais, vous pourriez y trouver là où vous irez vivre vos prochaines aventures. Un immense merci à nos invités, on salue toute leur équipe et tous les GNistes qui les encouragent. Vous retrouverez les liens vers leur plateforme dans la description de l'épisode. La musique du podcast est une gracieuseté de Faria Faraji, le montage et les arrangements sont faits par moi, votre hôte, Christophe Chapelot. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne saison de GN et on se revoit dans le prochain épisode de La Folie des Grandeurs. À bientôt.